Bonjour mes élèves de 4e. Alors on se retrouve pour parler de la suite de notre chapitre, c'est-à-dire nous allons parler du grand B. Nous allons commencer à voir et étudier comment on va produire des spermatozoïdes à partir de la puberté. Pour cela, on va se rendre à nouveau sur le sublimissime site de Madame Dussert. Donc je vous rappelle qu'il faut aller sur madamedussert.fr. madamedussert.fr. On va cliquer sur cours 4e, thème 3. On se retrouve dans le parcours 4. Nous avons rappelé précédemment comment on devenait apte à se reproduire, c'est-à-dire capable de se reproduire, donc les transformations qui avaient lieu à la puberté. On a cité qu'il y avait des transformations des caractères sexuels primaires, c'est-à-dire que les appareils reproducteurs se mettaient à fonctionner, et des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire qu'apparaissaient par exemple des poils, le développement des seins chez les femmes, la mue de la voix chez les hommes, etc., etc. Nous allons donc noter maintenant le grand B, produire des spermatozoïdes. Bien évidemment, on n'oublie pas de noter son titre à droite. Donc grand B, produire des spermatozoïdes. Et pour trouver l'activité que l'on pourra imprimer à la maison, si on ne peut pas l'imprimer, c'est dommage, mais ce n'est pas très grave. On va pouvoir cliquer sur activité. Et l'on va tomber sur notre activité de 4e qui s'intitule 4e thème de numéro 4, activité expliquer le fonctionnement de l'appareil reproducteur de l'homme. Ce que l'on sait, lors de la puberté, les organes génitaux de l'homme commencent à fonctionner. Comment s'organisent et que produisent ces organes génitaux? Je vous rappelle que organes génitaux, c'est la même chose qu'organes reproducteurs. Alors, lorsqu'on va faire une activité, il va falloir se prendre un temps d'autonomie, c'est-à-dire un temps où vous allez travailler tout seul. Donc, je suis là pour lire avec vous l'activité, je suis là pour en parler et pour la corriger. Ensemble, on essaiera de la compléter, mais il va falloir que tout seul, vous essayiez de votre côté d'abord de le faire. Il ne faut pas tricher, il faut se garder un temps. Et ensuite, il faudra remettre play sur la vidéo et écouter la suite. Mais je compte sur vous pour ne pas faire tout d'un coup. Il faut que vous puissiez travailler en autonomie. Donc, je reviens à l'activité. Cette activité, vous devez reconnaître normalement deux profils en tranche l'appareil reproducteur de l'homme. Il y a des choses sur ce dessin qui ne sont pas liées à l'appareil reproducteur de l'homme. Par exemple, il va s'agir ici du gros intestin qui se termine par l'anus, de la colonne vertébrale. On voit ici l'os dont on a parlé dans la première séquence, qui est le pubis. Et ici, normalement, vous le connaissez, c'est une grande poche qui est reliée par un petit tuyau au rein, c'est ce qu'on appelle la vessie. C'est là où sont éliminés l'urée dont on a parlé l'année dernière. Et ensuite, il y a 10 numéros. Ces 10 numéros, eh bien, correspondent à ces 10 définitions qu'il va falloir replacer. Pour cela, il va donc falloir bien les lire une à une et ensuite retrouver les numéros. Je compte sur vous pour les lire et pour vous entraîner. Vous pouvez mettre pause et nous allons nous retrouver dans un instant pour corriger. Donc j'espère que vous avez bien mis pause et que vous avez essayé de retrouver les numéros tout seul. Et maintenant, nous allons le faire ensemble. Il va falloir lire les définitions et retrouver les bons numéros. Ici, la première légende, le plus simple en fait, finalement, sont, par exemple, ce qu'on peut reconnaître immédiatement ici, c'est le pénis. Donc, on va pouvoir écrire sur notre feuille, je vais écrire en bleu moi, le numéro pour le pénis, c'est le numéro 2, ici. Le pénis, c'est un organe génital caractéristique de l'homme. Il se dresse lors d'une stimulation, c'est ce qu'on appelle l'érection. Alors, il faut savoir que dans le pénis, il n'y a ni os ni muscle.
ce qui va permettre l'érection, c'est-à-dire ce qui va permettre au pénis de se redresser, c'est tout simplement ici ce qu'on appelle le corps caverneux. Et en fait, ce corps caverneux, il ressemble à une éponge, c'est-à-dire qu'il est rempli de petites cavités, de petits trous. Et ces petits trous, suite à un signal provenant du cerveau, bien sûr, vont se remplir de sang. Et c'est comme lorsqu'une éponge sèche, on la passe sous l'eau et qu'elle se remplit d'eau, elle va gonfler. Et bien de la même façon, le pénis va se gonfler et se dresser. Donc ce n'est pas grâce à un muscle, c'est tout simplement grâce à une structure remplie de trous qui va pouvoir se remplir de sang. Ensuite, on peut placer par exemple les bourses, structure qui enveloppe les testicules. Donc les bourses, ce qu'on appelle aussi le scrotum, c'est cette petite ici structure de peau, c'est le numéro 7. Donc ici, on va pouvoir écrire 7. Du coup, on en déduit forcément que ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, ce sont les testicules. Donc les testicules, c'est le numéro 5. Testicules, glandes qui fabriquent les spermatozoïdes. Il faut savoir qu'au départ, à la naissance, les testicules, parfois, sont encore à l'intérieur du corps de l'homme, sont encore dans l'abdomen, comme les ovaires qui sont dans l'abdomen de la femme. Et ils vont progressivement descendre et venir dans les bourses. Donc parfois, les bourses sont vides à la naissance chez les petits garçons et ils vont ensuite pouvoir se remplir. Si ce n'est pas le cas, parfois ils descendent un peu plus tard ou parfois il suffit d'une petite opération pour les faire descendre, mais ce n'est pas grave du tout. Pourquoi les testicules sont à l'extérieur du corps chez les hommes alors que les ovaires sont à l'intérieur du corps chez les femmes? C'est tout simplement parce que pour produire des spermatozoïdes, eh bien, il faut une température inférieure à 37 degrés. Donc il fait trop chaud à l'intérieur du corps de l'homme et à l'extérieur, c'est la température idéale pour pouvoir les fabriquer. Le gland, extrémité du pénis en forme de cloche, eh bien, il va s'agir ici de cette extrémité. Donc c'est le numéro 10. Il faut savoir que le gland est recouvert d'un petit bout de peau qu'on appelle le prépuce et qui peut être enlevé dans certains cas, dans certaines croyances. Ça n'a absolument aucune conséquence sur le fonctionnement du pénis. Ça ne change rien, c'est juste un petit bout de peau. Ce petit bout de peau a pour fonction, en fait, sur le gland, de protéger l'orifice ici à l'extrémité du pénis pour pas que des microbes, par exemple, puissent s'introduire. Donc cette extrémité, cet orifice, le 6, c'est l'orifice génital. C'est par là que vont sortir le sperme et l'urine. Ensuite, les derniers mots sont un petit peu plus compliqués. L'urètre, canal qui permet à la fois le passage de l'urine et du sperme, eh bien en fait, c'est le petit tuyau qu'il y a ici, à l'intérieur du pénis. Donc ici, on va pouvoir mettre l'urètre, puisqu'on voit bien que ce tuyau est relié à la fois à la vessie, donc c'est pour ça qu'il y a l'urine qui peut passer par là, et c'est relié à la fois aux testicules. Donc c'est pour ça que ça correspond bien à l'urètre. Épididyme, long tube sinueux dans lequel les spermatozoïdes séjournent et deviennent mobiles. Eh bien, il va s'agir de ce petit tube ici, juste au-dessus des testicules. Donc, c'est le 4. Vésicule séminale, glande qui sécrète un liquide qui nourrit les spermatozoïdes. Cette vésicule, c'est celle-là. Il faut savoir qu'il y en a deux. C'est une vue de profil, mais en fait, c'est symétrique. Donc, il y en a une autre de l'autre côté. Donc cette vésicule va fabriquer un liquide qui va donner du sucre, on va dire, pour les spermatozoïdes, pour leur permettre de parcourir la grande distance qui va les séparer ensuite du lieu où ils vont être déposés jusqu'aux ovules lors d'un rapport sexuel. Donc ils ont besoin de ce liquide, sinon ils ne pourront pas se déplacer. La prostate. Souvent, on entend parler de la prostate parce que malheureusement, lorsque l'homme est âgé, il y a des risques de développer un cancer de la prostate. Cette glande, elle fabrique un liquide qui active les spermatozoïdes. Eh bien, c'est ce qu'on voit ici. Alors, cette fois-ci, il y en a une seule, la prostate, 9. Et vous doutez que si on enlève la prostate, lors d'un cancer par exemple, eh bien, on n'a plus de liquides qui
qui va activer les spermatozoïdes et les spermatozoïdes ne pourront pas se déplacer correctement. Ce qui veut dire que ça peut provoquer, par exemple, des stérilités. Alors souvent, c'est chez les hommes âgés, donc ce n'est pas très grave, ça n'empêchera pas de vivre correctement, mais c'est vrai que pour la reproduction, ça peut avoir une influence. Et enfin, il ne nous reste plus que le canal déférent. Donc, par déduction, on en déduit que c'est le numéro 1. Ce canal déférent, il conduit les spermatozoïdes vivants de l'épididyme jusqu'à l'urètre. L'épididyme, elle est là. Et hop, tout ça, c'est le canal déférent jusqu'à l'urètre. Donc, c'est le numéro 1. Bien évidemment, quand on a terminé un schéma, on n'oublie pas son titre. Donc, je vais écrire très mal parce que malheureusement, j'ai pas de stylo, j'ai simplement ma souris, mais on en déduit qu'ici, c'est un schéma de l'appareil reproducteur de l'homme vu de profil. Alors moi, je crois que je vais écrire que schéma de l'appareil, ou que c'est vilain, j'espère que vous écrivez bien mieux que moi, de l'appareil reproducteur de l'homme. Je crois que je vais m'arrêter à l'appareil reproducteur. Sinon, ça va dépasser. Je compte sur vous pour écrire plus petit et plus joliment. Vous n'avez pas d'excuses. Hop, voilà. Schéma de l'appareil reproducteur de l'homme. On peut même rajouter vue de profil. On fait attention de ne pas avoir oublié le C ici à schéma parce que souvent, vous l'oubliez. Très bien. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir passer à la suite. Avant de passer à la suite, quand même, je tiens à vous montrer l'appareil reproducteur de l'homme de face. Donc ça, c'est l'appareil reproducteur de profil. On reconnaît le pénis, les testicules, l'épididyme, le canal déférent, la vésicule séminale, la prostate, l'urètre, l'orifice génital. Et vu de face, cela ressemble à ça. Donc ici, on a le pénis. À l'intérieur du pénis, on a l'urètre. Ici, on a une vésicule séminale et la deuxième vésicule séminale, puisque c'est symétrique. Derrière, ici, en marron, on a la prostate. On a les deux testicules, puisque bien évidemment, on en a deux. Alors, je vous rappelle qu'on dit un testicule. Ici, on a l'épididyme, on en a deux. On a le canal déférent, on en a donc deux de chaque côté. Donc voilà, on voit mieux de profil, c'est pour ça que nous on a schématisé sur le profil, mais il faut savoir que de face, c'est symétrique, la plupart des organes. Voici une coupe de testicules. Il faut savoir qu'à l'intérieur d'un testicule, en fait, il y a de longs tubes, et c'est à l'intérieur de ces tubes que sont fabriqués les spermatozoïdes. On le reverra dans un instant. On nous dit que à la puberté, l'homme peut éjaculer. Éjaculer, ça veut dire qu'il va pouvoir émettre 3 à 4 millilitres de sperme. Alors, lorsqu'on éjacule, on parle d'éjaculant. C'est pour ça que c'est écrit que chaque éjaculant contient 3 à 4 millilitres de sperme. Proposez une hypothèse quant à la composition du sperme. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre pause et écrire votre hypothèse. Je vous laisse quelques minutes. J'espère que vous avez mis pause, j'espère que vous n'avez pas triché. Pour l'hypothèse, vous n'oubliez pas de toujours commencer par une formulation qui montre qu'on doute, on n'est pas sûr de soi. J'imagine, je crois, je pense, il se pourrait, mon hypothèse est la suivante. Alors, vous pouvez imaginer plusieurs choses de ce qu'il y a dans le sperme. Sûrement déjà qu'il y a des spermatozoïdes, mais il y a autre chose en réalité. Il n'y a pas que des spermatozoïdes. Pour savoir ce qu'il y a dans le sperme, on peut bien évidemment aller s'informer dans son livre. Et moi, je vais vous montrer un petit document. Donc, à chaque éjaculation, l'homme libère 3 à 4 millilitres de sperme. Qu'y a-t-il dans le sperme?
Nous avions déjà observé au microscope une goutte de sperme. On sait donc qu'il y a des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, on les reconnaît bien parce qu'ils ont une tête avec à l'intérieur le noyau, le cytoplasme, la membrane, et ils ont derrière un flagelle. Et bien autour des spermatozoïdes, il y a ce qu'on appelle un liquide protecteur et nourricier. En réalité, le sperme va être constitué de 10% de spermatozoïdes, ce qui représente quand même des centaines de millions de spermatozoïdes, hein, c'est largement suffisant, et il possède 90% de ce liquide protecteur et nourricier. C'est lui qui va donner la couleur blanche au sperme, c'est ce liquide protecteur et nourricier. Sans lui, les spermatozoïdes ne pourraient pas être actifs et ne pourraient pas se déplacer. Ce liquide est très important. Et bien évidemment, ce liquide, si vous vous souvenez de ce qu'on a vu précédemment dans les définitions, eh bien il provient des vésicules séminales et il provient aussi de la prostate. Il y a une petite vidéo sur la production des spermatozoïdes qui vous permet de voir comment ils sont fabriqués. Chez l'homme, le trou 100 millions par jour. Un nombre incroyable qui correspond à Et voilà, donc vous avez vu qu'un spermatozoïde ne se fabrique pas en quelques secondes, hein. Il lui faut plusieurs jours, mais chaque jour, à l'intérieur des testicules, dans ces tubes ici, vont se fabriquer des centaines de millions de spermatozoïdes. Donc notre hypothèse, il va falloir écrire pour la question 3 si elle est validée ou pas. Si on a écrit que dans le sperme, il y avait des spermatozoïdes et un liquide nourricier, on peut la valider. Si on a écrit qu'il y avait des spermatozoïdes et que c'était tout, dans ce cas-là, on peut écrire que notre hypothèse est incomplète. Si on a écrit qu'il y avait toute autre chose, et bien dans ce cas-là, notre hypothèse, elle est réfutée. Maintenant, on va pouvoir passer à la dernière question. Dessiner sur le schéma le trajet des spermatozoïdes avec des flèches rouges et des liquides nourriciers avec des flèches vertes. Ce que je vous propose à nouveau, c'est de mettre pause, de le faire tout seul et ensuite de corriger. Donc j'espère que vous avez mis pause et on va pouvoir à notre tour le faire. Donc, avec des flèches vertes, le trajet des spermatozoïdes. J'ai un doute, c'était bien verte. Les flèches rouges, j'ai bien fait de vérifier. Avec les flèches rouges, le trajet des spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes, ils étaient dans les testicules. Quand ils vont être libérés, ils vont passer dans l'épididyme. Une fois dans l'épididyme, ils vont aller dans les canaux déférents, puisqu'il y en a un de chaque côté, puisqu'il y a 2 testicules. Il faut le grand 8, hein. Youhou! Hop. Il parcourt toute cette distance
Donc ça, c'est le trajet des spermatozoïdes. Ils arrivent dans l'urètre et ils vont jusqu'à l'orifice génital. On n'oublie pas sur son schéma, moi je vais le mettre ici, de rajouter une petite légende. Donc ça, c'est le trajet des spermatozoïdes. Je vais écrire trajet. Bon, c'est écrit comme un cochon, hein, mais c'est pas grave, j'espère que vous faites mieux que moi. Oh, il veut plus. Des spermatozoïdes. Et en vert, on va faire le trajet des liquides nourriciers. Donc les liquides nourriciers proviennent des vésicules séminales et de la prostate. Donc ils vont le libérer ici et ici. Du coup, on va se retrouver dans l'urètre avec à la fois les spermatozoïdes et le liquide nourricier, c'est-à-dire que dans l'urètre, on n'a plus seulement des cellules reproductrices, on a maintenant ce qu'on appelle du sperme. Donc ici, c'est le trajet du liquide nourricier. Hop, je vais écrire comme ça. C'est pas très joli, mais hop, liquide nourricier. Bon, c'est vraiment très mal écrit, hein. Je compte sur vous pour écrire bien mieux. Voilà. Et l'ensemble, donc, ici, c'est le sperme. Normalement, on a quasiment terminé. Je vous remontre juste là une photographie d'un testicule avec son épididyme. Donc on voit bien les petits tubes à l'intérieur qu'on appelle des tubes séminifères. Ici on les voit en photographie et c'est à l'intérieur que sont fabriqués les spermatozoïdes avec leur tête et leurs flagelles. Donc si je résume, je vais remettre, hop, le spermatozoïde, il est constitué ici de sa tête, de son flagelle, mais c'est surtout, ce qui est important, c'est que c'est une cellule qui bouge, qui est mobile. Il peut durer environ 48 heures, et même parfois bien plus. On peut même dire jusqu'à 6 jours, et il peut rester en vie. À chaque fois, on en trouve plusieurs centaines de millions, entre 300 millions et 500 millions dans un éjaculat, c'est-à-dire à chaque éjaculation. L'homme va pouvoir les fabriquer de la puberté, donc à partir du moment où il subit ces transformations biologiques, jusqu'à sa mort. C'est-à-dire qu'il va en fabriquer en permanence, tous les jours, des centaines de millions. Et ça ne va s'arrêter qu'à sa mort, ce qui va être différent par rapport à la femme. Nous avons donc terminé notre activité. S'il y a des points à revoir, n'hésitez pas à repasser la vidéo en arrière. On va retourner au site de Madame Dussert pour voir la leçon. Donc la leçon du grand B. N'oubliez pas ici, je suis en train de penser que vous pouvez aller voir aussi par exemple en vrai à quoi ça ressemble sur la dissection de l'appareil reproducteur d'une souris mâle. Si vous cliquez dessus, il y a une petite vidéo qui va vous montrer la dissection. Donc ici on voit les deux testicules par exemple. La dissection de l'appareil reproducteur de la souris. Et on compare avec une femme, une femelle. Bon, je stoppe parce qu'on j'ai pas le temps de tout vous montrer, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer. La leçon est la suivante. Donc, sous le grand B, on va pouvoir écrire à partir de la puberté, les testicules de l'homme fabriquent en continu et jusqu'à la fin de sa vie
de nombreuses cellules reproductrices. Les cellules reproductrices, on appelle cela aussi des gamètes. C'est un synonyme, ça veut dire exactement la même chose. Les spermatozoïdes. Ces cellules sont mobiles, c'est grâce à leur flagelle, et lors de l'éjaculation, c'est-à-dire lors de l'émission de sperme, qui se fait avec un signal du cerveau, eh bien plusieurs centaines de millions d'entre elles sont expulsées avec leur liquide nourricier. Lorsque vous avez terminé d'écrire la leçon, vous pouvez tester vos connaissances en cliquant sur le petit lien ici. Donc j'espère que c'est pas allé trop vite. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire. On peut tenir une discussion sur Pronote. Donc allez voir. Et puis on se retrouve juste après pour la prochaine leçon, la semaine prochaine, le grand C. Produire des ovules. Si vous êtes en avance et si vous trépignez d'impatience devant la suite, eh bien vous pouvez aller cliquer sur la leçon suivante. Je vous dis à bientôt et j'espère que ça s'est très bien passé. À bientôt.